19h30. François de Brigode. Bienvenue dans ce journal, il pouvait tout jouer, il incarnait le cinéma populaire, il a débuté dans le cinéma d'auteur pour continuer aussi à aimer les planches du théâtre. Jean-Paul Belmondo incarne un homme qui n'était jamais à bout de souffle. Bébel, cet été aujourd'hui à 88 ans, fera le point en direct avec Hugues Daillet à la Mostra de Venise et avec Quentin Warlop à Paris. Chez nous, les infirmiers et les infirmières ont à nouveau exprimé leur ras-le-bol aujourd'hui lors d'une manifestation et dans les différents hôpitaux du pays. On le verra, le travail est vécu comme de plus en plus pénible. Le procès des attentats terroristes islamistes s'ouvre dans 2 jours à Paris. Une de nos équipes avait interviewé Salah Abdeslam lors de sa fuite de Paris vers Bruxelles. Un document, on retrouvera Sébastien Joris à Paris. Les talibans affirment contrôler la totalité de l'Afghanistan avec la prise d'un dernier bastion de résistance dans la vallée du Panjshir. Notre envoyé spécial Wilson Fash est à Kaboul. Et la belle histoire de ce journal, c'est celle d'un petit garçon autiste de 3 ans. Il avait disparu depuis 3 jours en Australie. Il a été retrouvé et nous verrons comment. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le magnifique est mort. Il restera à tout jamais, hélas, des as du cinéma populaire. Une des répliques phares de son répertoire, c'est « Il ne faut jamais avoir l'air étonné ». C'est dans Itinéraire d'un enfant gâté. Et en fin d'après-midi, quand nous avons appris le décès de Jean-Paul Belmondo à l'âge de 88 ans, on a tous été étonnés tant il faisait partie de notre quotidien. Belmondo, c'est un homme multiple. Il pouvait jouer tous les rôles. Il aimait la cascade, il aimait déconner, il aimait la vie et ça se sentait dans ses films. Bruno Duvillier, Véronique Barbier. Le rideau s'ouvre et c'est un géant du cinéma français qui apparaît sous un tonnerre d'applaudissements. Jean-Paul Belmondo est fait chevalier de l'ordre de Léopold. La Belgique lui rend hommage et l'homme est ému, dire que personne ne l'attendait là. Car Belmondo, c'est l'acteur dont personne ne voulait. Il n'avait pas le physique du jeune premier. À 17 ans, il veut faire du théâtre, mais après sa première audition, on lui dit de choisir une autre destinée. Belmondo souriant, souriez monsieur. Bon, soucieux. Soucieux, je n'ai pas dit soucieux. Il sera recalé plusieurs fois au concours d'entrée du conservatoire. Il va ramer près de 10 ans, fait des apparitions au théâtre avant de rencontrer Jean-Luc Godard. En 1960, à bout de souffle, lance sa carrière. C'est vraiment dégueulasse. Il enchaîne alors les films. Il va en tourner 30 en 5 ans. Et il multiplie aussi les cascades. Bébel refuse les doublures. Cela deviendra vite sa marque de fabrique. Les cascades, ce qui est bien, c'est toujours c'est bien avant, parce qu'avant, il y a une petite appréhension. Donc la veille, tout ça, ça donne une petite excitation. Le jour où on l'a fait, il y a une grande excitation. Et le soir, c'est la fête de l'avoir fait. Donc c'est des très très bons souvenirs. J'espère pouvoir faire ça encore longtemps. L'homme est connu aussi pour ses pitreries, sa bonne humeur, son sens de l'humour. Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Avec l'humour de Jean-Paul, on ne peut pas être complètement noir. Il faut toujours que le film ait de l'humour. Parce que son personnage a de l'humour. Le personnage de Jean-Paul est un personnage populaire, est un personnage sympathique, quoi qu'il arrive. Un personnage populaire, séducteur, qui plaît au public. Quelques 50 de ses films ont fait plus d'1 million d'entrées, un record. Vous plaisez aux femmes? Je ne sais pas. Menteur. Mais l'ancien boxeur a dû batailler pour se faire une place dans le milieu, même si aujourd'hui tout le monde reconnaît son talent. Jean-Paul, c'est un acteur italien, c'est comme Gaspard, il rentrait dans les salles et puis il prenait l'espace, quoi. Jean-Paul, c'est le fond et la forme, quoi. C'est que voilà, il y avait une cascade et au bout il y avait une tirade. Ben, ça, c'est le talent, voilà. Je dis que tu vas apprendre à dire bonjour. La chose la plus importante dans la vie. Si tu dis bien bonjour, t'as fait la moitié du chemin. Belmondo, un enfant pas toujours gâté par la vie. En 2001, il fait un AVC. Il restera partiellement paralysé. Tout le monde a des pépins, hein, mais il faut surmonter ça, hein, et je le surmonte. L'envie de tourner ne le quittera jamais. Il travaillera encore avec Francis Huster et Claude Lelouch. Et après 60 ans de carrière, il finira enfin par être honoré par ses pairs. Jean-Paul Belmondo est le cinéma, donc en lui rendant hommage, on rend hommage au cinéma, le grand cinéma populaire. Ouais. En 2016, la star reçoit un Lion d'or à la Mostra de Venise. Allez, voilà.
Et en 2017, un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Je veux remercier de tous vos applaudissements. Hein. Ça me fait droit au cœur. Jean-Paul Belmondo, c'est quelques 85 films et de nombreuses apparitions au théâtre. C'est un cap! Que dis-je? C'est un cap! C'est une péninsule! Mais voilà, le magnifique, le professionnel, a tiré sa révérence définitivement. Hugues Daillet, vous êtes à la Mostra de Venise, c'est pour l'instant le temple du cinéma mondial. Hugues, comment réagit le monde du cinéma là-bas où vous êtes ? Eh bien, le directeur de la Mostra, Alberto Barbera, vient de publier un vibrant hommage à Jean-Paul Belmondo, soulignant son humour, son charisme. Et Véronique Barbier l'a bien rappelé, la Mostra lui avait décerné il y a 5 ans un lion d'or pour l'ensemble de sa carrière. Et d'habitude, Belmondo ne raffolait pas des honneurs, mais cet honneur-là l'avait particulièrement touché parce qu'il avait un lien très très fort avec l'Italie. Il faut se souvenir qu'à la Mostra, c'est là qu'il a montré Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard en 1965. Donc il a été reconnu par ce festival très 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 rapidement. Et puis il a tourné en Italie. Il y avait plein de coproductions franco-italiennes. Il a tourné avec la très belle Sofia Loren, par exemple, sous la direction de Vittorio De Sica. C'était dans la Cioccola. Et puis naturellement, sur le plan privé, il a vécu une histoire d'amour passionnée avec la belle actrice italienne Laura Antonelli. Tout ça est resté dans sa mémoire, est resté dans la mémoire des Italiens. Et François, si vous avez envie de revoir Jean-Paul Belmondo à Venise, eh bien on parlait de cascade, il faut revoir la scène d'anthologie dans le Guignolo où il surplombe en hélicoptère comme un guignolo justement la magnifique ville de Venise. Ça reste une image marquée dans tous les esprits des cinéphiles. Merci Hugues. Jean-Paul Belmondo adorait aussi Paris. Son père était un sculpteur connu. Ses meilleurs amis vivaient, entre autres son compagnon de virée, Charles Gérard. Jean-Paul Belmondo habitait dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, rue des Saints-Pères. Quentin Royalope, vous êtes là, avec nous, rue des Saints-Pères, en direct. On peut le dire ce soir, Paris est sous le choc, mais la France entière a perdu ce soir Bébel. Oui, François, c'est véritablement la mort d'un monument du cinéma français, la mort d'un trésor national. Ce sont les mots utilisés tout à l'heure par le président français Emmanuel Macron. Jean-Paul Belmondo, c'est plus de 50 films à 1 million d'entrées. Imaginez-vous, c'est une icône des Français forcément touchée par cette disparition. Je discutais avec l'un de ces Français tout à l'heure qui m'expliquait on a l'impression d'avoir perdu un pote, on a l'impression d'avoir perdu un copain. Et c'est vrai que Jean-Paul Belmondo aura traversé des générations tout entières, populaires dans toutes les couches de la société française. Et ça, c'est très important de le mentionner aussi. Séducteur, vous l'avez dit dans le reportage tout à l'heure, père sur le tard aussi d'une ado âgée aujourd'hui de 18 ans. Il était malade depuis quelques années, affaibli aussi depuis quelques semaines. Jean-Paul Belmondo qui habitait dans cet immeuble pendant une trentaine d'années. Il était connu de tous, accessible, nous dit-on ici dans le quartier. Je vous propose d'ailleurs d'écouter quelques réactions que nous avons recueillies ici ce soir. C'est un acteur un peu, on va dire, de ma jeunesse. Je veux dire que tous ses films, je les ai tous vus. J'ai adoré tout ce qu'il a fait avec son grand copain, monsieur Alain Delon, que j'admire aussi. Donc voilà, c'est une grande tristesse pour le cinéma français, un grand acteur qui nous quitte. Et je pense beaucoup à sa famille. C'est vraiment une légende, je pense, du cinéma français. Un acteur, un comédien que toute la France adorait, populaire, et qui a fait des très beaux films avec la Nouvelle Vague en particulier au tout début, avec À bout de souffle. Et puis plein d'autres films derrière qui, je crois, l'ont rapproché des Français au fur et à mesure. Et depuis 2001, on le voyait moins, mais à chaque fois qu'il apparaissait, c'était extrêmement touchant. Et je crois qu'on l'a aimé encore plus. Et on l'a accompagné dans ces 19 dernières années. Voilà, on était toujours très heureux de le voir avec son sourire légendaire et son optimisme naturel. Je pense que c'était un type extraordinaire, un très bon exemple pour tout le monde. Voilà, merci Quentin pour ce direct rue des Saints-Pères à Saint-Germain-des-Prés, à Paris, là où habitait Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo était aussi évidemment populaire chez nous en Belgique, que ce soit pour le Cerveau, l'As des As, Léon Morin, prêtre et itinéraire d'un enfant gâté. L'homme qui disait qu'on exigeait de lui qu'il soit joyeux, aussi marqué les spectateurs belges. Marc Florence, Sacha Vinagre et Didier Mkwache pour le reportage. Devant ce cinéma bruxellois, le décès de Jean-Paul Belmondo était déjà sur toutes les lèvres.
Je pense que c'est quelqu'un qui va rester dans la mémoire de tout le monde. Maintenant, bon, je pense que l'âge était là et que bon, il n'y a rien à faire. Il était déjà souffrant depuis pas mal de temps. Et franchement, merci Jean-Paul. Dans son jeu d'acteur, il y a quelque chose que vous aimiez en lui particulièrement? Son humour, sa personnalité, sa franchise. Ah oui, c'est une triste nouvelle, oui. Qu'il arrivait à être excessif et naturel à la fois. La jubilation, l'allégresse, le plaisir absolu de jouer et d'être à la fois lui et un autre. Il a véritablement marqué une génération du cinéma français? Ah bah oui, je suppose, oui. Pourquoi, selon vous? Peut-être par sa formation, quoi. Il avait déjà été au conservatoire avec d'autres personnes comme Jean-Pierre Mariel. C'était une autre façon de former les comédiens que maintenant. Hein. Même dans les jeunes générations, les films de Bébel ont marqué. Il a joué entre autres dans L'As des As, il me semble. Ouais. On sait un peu moins de notre génération, mais on regarde quelques films en famille. Et c'était très sympa. Apparemment, il fait des belles cascades aussi, donc ça c'est... voilà. Pour ces quelques passionnés de cinéma, Jean-Paul Belmondo, c'était une figure du cinéma français, l'acteur d'une génération. Dominique Dussin, vous êtes journaliste culturel à RTBF et aussi un grand fan de Belmondo. Alors Dominique, on a envie de dire, il y a trois grands moments dans le cinéma de Belmondo, celui de la nouvelle vague d'auteurs, cinéma d'auteur, le cinéma populaire, et puis il y aura le retour sur les planches. Oui, effectivement. Il y a d'abord le cinéma d'auteur, la période Belmondo cinéma d'auteur. Il est repéré en 1960 par Jean-Luc Godard, qui le fera tourner dans À bout de souffle, aux côtés de Jane Seberg. Belmondo est alors adoré par l'intelligentsia française et par les réalisateurs de la nouvelle vague, comme François Truffaut ou Claude Chabrol, ou Godard, qui le fera à nouveau tourner dans Pierrot le Fou. Mais Jean-Paul Belmondo n'aime pas trop se limiter à un seul genre. Il va décevoir beaucoup les réalisateurs de la nouvelle vague en tournant avec des acteurs et des réalisateurs de ce que François Truffaut appelait avec un certain mépris le cinéma de papa. Et c'est comme ça qu'il va tourner avec Jean Gabin dans Un singe en hiver de Henri Verneuil, dialogué par Michel Audiard. Et à l'époque, ce sont les trois rois du box-office et du cinéma populaire. En 1971, Belmondo va créer sa propre société de production, Cerrito Film. Avec René Château. Exactement. Et à partir de ce moment-là, il va se créer un personnage de héros sympathique qu'on va retrouver dans plein de films et qui seront généralement résumés par des titres en deux mots, comme Le Magnifique, L'Alpagueur, L'Animal, Le Guignolo, Le Professionnel, L'As des As. Mais à la fin des années 80, le filon s'épuise. Le Solitaire de Jacques Deray est un échec commercial. Le public a changé et Belmondo a décidé d'arrêter de s'accrocher à des hélicoptères. À ce moment-là, il se tourne vers le théâtre. Oui, en fait, il retourne vers le théâtre parce qu'à sa sortie du conservatoire, c'est ce qu'il voulait faire. Et c'est en fait son ami Robert Hossein qui va lui proposer le rôle de Keane, de Jean-Paul Sartre et d'Alexandre Dumas. Et le succès est immense, plus de 200 000 spectateurs. Le duo Belmondo-Hossein va enchaîner avec Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. Et là aussi, le succès est tel que la troupe va faire une tournée mondiale qui passera notamment par le Japon. Ce sera un véritable triomphe. Belmondo jouera ensuite encore deux Feydeau, puis Frédéric ou Le Boulevard du Crime d'Éric Emmanuel Schmitt. Et c'est au cours d'une de ses représentations à Brest que Belmondo aura un premier malaise, annonciateur de son attaque cérébrale qui le frappera en 2001 en Corse et qui mettra un terme à ses projets. On peut le dire, Dominique, il aime aussi bien la vie. Merci Dominique. Jean-Paul Belmondo a tourné aussi un peu partout dans le monde. Il n'était pas seulement l'homme de Rio. Ses amours le conduiront un peu partout, au Brésil avec Carlos Sotomayor, en Italie entre autres avec Claudia Cardinal, mais aussi à San Francisco pour Itinéraire d'un enfant gâté. Je vous propose ses premières réactions à la mort de Jean-Paul Belmondo. Catherine Tonero. C'est une de ses dernières apparitions publiques en juin 2020. Soutenu par son fils, Jean-Paul Belmondo est applaudi par la foule en marge de la cérémonie d'hommage à son ami Guy Bedos, décédé un mois auparavant. Malgré des traits tirés, on devine sous son masque son sourire légendaire. Un sourire sincère qui sera toujours là, a réagi sa famille dans un communiqué. L'acteur Alain Delon s'est dit complètement anéanti par le décès de son ami, évoquant une partie de sa vie puisque les deux comparses avaient débuté ensemble leur carrière il y a 60 ans. Le président français qui avait décoré Jean-Paul Belmondo en 2019 à l'Élysée a salué sur Twitter celui qui restera à jamais le Magnifique. Il était un trésor national, tout en panache et en éclat de rire, le verbe haut et le corps leste. Héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots, en lui nous nous retrouvions tous.
Sur Twitter, toujours, c'est l'acteur espagnol Antonio Banderas qui déclare ceci aujourd'hui. C'est un jour triste pour la culture. Un grand acteur et une icône du cinéma français et européen nous a quittés. Repose en paix. Jean-Paul Belmondo est décédé à son domicile parisien. Il était entouré de sa famille, évoquant la disparition d'un pilier, parti rejoindre ses vieux complices du conservatoire. Voilà, et puis bien sûr, vous pouvez suivre toute l'info qui concerne Jean-Paul Belmondo sur nos différentes plateformes. Et je vous signale que juste après ce JT, vous pourrez voir Le Professionnel avec Jean-Paul Belmondo, ainsi qu'un documentaire qui lui est consacré. Chez nous, la colère des infirmiers et des infirmières s'est exprimée dans le pays, dans une manifestation à Bruxelles ce matin, mais aussi dans plusieurs hôpitaux wallons. Malgré les promesses du gouvernement lors de la crise du Covid, la profession se sent toujours débordée et déconsidérée. Dans les hôpitaux, le travail est vécu comme de plus en plus pénible. Capucine Fiel, Cédric Riffler, Thomas Deschamps. Ça va pour respirer ? À l'hôpital, ce sont sans doute eux que les patients voient le plus. Les infirmiers, qui vont souvent par deux, tant les soins à apporter sont à la fois lourds et précis. Parfait, les mains sur le ventre. Alors à 3, on va pousser. 1. Attends, je suis pas dedans. 2, 3. Parfait. On prend vraiment le patient en charge de A à Z. Et il y a des choses physiquement lourdes et des choses aussi moralement lourdes aussi à vivre sur sa journée d'infirmière. Et donc tout ça fait que c'est relativement pénible et on se sent un petit peu oublié par rapport à ces tâches-là. Oui. Le sentiment d'être oublié, dévalorisé, ils sont nombreux à le partager. D'ailleurs, ils sont plusieurs à avoir quitté le service, voire le métier, récemment. Beaucoup de sorties du week-end. Ouais. Et vous étiez en nombre quand même ? Oui, j'étais limite. C'était limite au niveau... On se retrouve en sous-effectif ou alors il faut rappeler des gens qui ont déjà énormément d'heures supplémentaires. Et donc les week-ends, c'est assez difficile. Du coup, soit c'est des rappels ou alors soit on limite vraiment ou on ferme quelques lits. Donc au lieu de tourner sur 8 lits dans une salle, on en ferme 2 et on tourne sur 6 lits pour avoir un équivalent temps plein infirmier en moins. Ici, 20 postes d'infirmières sont d'ailleurs à pourvoir mais ne trouvent pas de candidats. Et la nouvelle classification des fonctions n'aiderait pas à motiver les jeunes parce qu'elle ne valorise plus les spécialisations les plus longues. On a fait un an d'études en plus. C'est un an où on n'a pas été payé, on a dépensé de l'argent. Et donc, cette spécialisation-là, n'est plus rentable du tout. La prime Covid n'aura été qu'une aide ponctuelle et aujourd'hui, ces infirmiers et infirmières souhaitent avant tout rendre à nouveau leur métier durablement attractif. Oui, justement, dans ce conflit, Frank Vandenbroek, le ministre fédéral de la Santé, tente de jouer l'apaisement. Il annonce des initiatives. On l'écoute. Il y a un accord social moyennant un demi-milliard d'euros pour augmenter les salaires. Et en moyenne, c'est une augmentation de 6%. Mais évidemment, une moyenne, ça peut encore cacher des problèmes. Et donc, en particulier, les infirmiers spécialisés craignent que pour eux, la situation ne va pas s'améliorer. On est en train d'étudier ça parce qu'on veut vraiment trouver des solutions en dialogue avec les partenaires sociaux pour tout un chacun. Et donc, il y aura une augmentation très importante moyenne des salaires, 6%, mais s'il y a des catégories spécifiques, les infirmiers spécialisés, pour qui cette augmentation ne se réalise pas, on va chercher des solutions. Voilà, et c'est donc mercredi, le 8 septembre, que s'ouvre à Paris le procès des attentats islamistes. Et à propos de ces attentats du 13 novembre, sans le savoir, une de nos équipes a interviewé Salah Abdeslam lors de sa fuite de Paris vers Bruxelles. Sébastien Joris, cette interview a donc été réalisée, je l'ai dit, au lendemain des attentats. Et Sébastien, il était donc bel et bien en fuite ce jour-là. Oui, il se trouvait entre Paris et Bruxelles à bord d'une voiture avec 2 amis. Sur la route, les contrôles de police sont renforcés, sont nombreux. On est quelques heures seulement après la commission des attentats. L'RTBF réalise alors ce qu'on appelle un micro-trottoir au sujet de ces opérations de police et de douane. Elle tend le micro à des personnes contrôlées. Et parmi ces personnes, il y a Salah Abdeslam. Totalement par hasard, impossible de le savoir à l'époque. Le nom et le visage de Salah Abdeslam ne sont pas encore reliés aux attentats. Les détails et cette interview dans le reportage réalisé par Pamela Ancard, Christophe Bernard, Frédéric Dupont et Daniel Welter. Qui aurait pu imaginer pareille rencontre ? Au lendemain des attentats de Paris, un contrôle routier, comme sur ces images d'illustration,
où Salah Abdeslam, du fond de son véhicule, répond aux questions de la journaliste Charlotte Legrand. À un moment, je vois arriver une voiture avec 3 personnes à bord, 3 jeunes de type maghrébin. Et comme je l'ai fait avec n'importe quelle autre personne qui se soumettait au contrôle, je demande si je peux les interviewer. Et ils me disent que oui. Alors j'embraye tout de suite, je demande d'où ils viennent. Ils me répondent qu'ils viennent de Paris. Ensuite, je leur demande ce qu'ils pensent des contrôles. L'un d'eux me dit qu'il commence à en avoir un peu assez parce que c'est le 3e contrôle qu'ils franchissent et qu'ils ont hâte de rentrer. Donc ça les saoule un peu, mais qu'ils comprennent, vu les circonstances. Voici l'extrait de son reportage radio de l'époque. Écoutez bien. Avec celui-là, c'est le troisième contrôle. Franchement, on a trouvé ça un peu abusif. Hein. Mais on a compris un petit peu le sens. Le pourquoi, en fait. Après, on a su le pourquoi. Les voyant repartir libres et sans aucun souci, je me suis dit que ces 3 personnes n'avaient rien à se reprocher, qu'on avait vérifié. Car ce n'est que lorsque Salah Abdeslam confie à un codétenu qu'il a été interviewé qu'elle se rend compte que c'était bien lui. J'accepte d'en parler aujourd'hui parce que je veux montrer la réalité du métier et couper court à toutes les idées fausses sur la capacité d'action qu'on avait à ce stade-là de la journée. On était tellement tôt qu'on ne savait juste rien. À l'époque, Salah Abdeslam n'était pas recherché. Il n'avait pas été identifié comme faisant partie des terroristes. Qu'est-ce que cela va apporter au dossier, Sébastien ? Alors l'extrait que vous venez d'entendre, même cours, c'est une archive, c'est un document qui s'ajoute aux autres éléments. Il y avait déjà les images de vidéosurveillance de la fuite, il y a maintenant du son et c'est l'ensemble de ces éléments mis bout à bout qui permettent de préciser le déroulé des faits et qui permettent aussi de se faire une certaine idée de l'attitude de Salah Abdeslam après les attentats. Merci Sébastien. Et les cibles des 3 attentats, c'est le Stade de France, des terrasses de restaurants et de cafés du 10e et 11e arrondissement de Paris et enfin le Bataclan. Au total, 130 personnes ont été tuées et des centaines de blessés. Reconstitution des faits sur place avec des témoins. Thomas Champy, Aldine Percept. Il est 21h19 au Stade de France. Les Bleus affrontent l'Allemagne en match amical. Une première explosion retentit juste devant la porte D. De nombreux spectateurs croient d'abord à l'explosion d'un pétard. À l'époque, Jean-Michel Fauvergue est le patron du RAID, l'unité d'élite de la police. Certains de ces hommes sont en mission au stade. La première explosion du premier kamikaze au Stade de France, immédiatement ils sont allés voir parce qu'eux n'ont pas du tout cru à des pétards, ils sont habitués au bruit, donc ils sont allés voir. Et rapidement, ils m'ont informé de ce qui se passait. C'est la première fois qu'on a des kamikazes avec des gilets explosifs. Donc ça, c'est une nouveauté. Et ça veut dire qu'assez rapidement, on a une attaque de masse. 21h22, deuxième explosion porte H. 21h53, troisième explosion rue de la Coquerie. 4 morts, dont les 3 kamikazes et 7 blessés en urgence absolue. Mais la tuerie est ailleurs déjà. 2 autres commandos viennent d'arriver en voiture pour frapper le cœur de la capitale, Paris et ses terrasses. Ce patron de restaurant voit mourir sous ses yeux 10 de ses proches, dont la maman de sa fille de 8 ans à l'époque. Nos vies se sont arrêtées à un moment, un instant T. Il y a quelque chose qui a été déchiré en nous. Quand je dis ça, je parle des gens qui étaient sur place, je parle de ceux qui ont perdu un frère, une sœur, un enfant. 21h24, fusillade au Carillon et au Petit Cambodge. 13 morts, 22 blessés. 21h26, fusillade à la Bonne-Bière et Casa Nostra. C'est le même commando. 21h36, troisième fusillade, la belle équipe. 20 morts, 17 blessés. 3 hommes armés de Kalachnikov s'apprêtent à ouvrir le feu, cette fois devant le Bataclan. 21h40, ils y entrent et tirent sur la foule des 1500 spectateurs venus à un concert de hard rock. Le RAID arrive sur place. Les terroristes tiraient de la fenêtre, on voit donc les étincelles ricocher, etc. Donc on arrive ici, on fait débarquer les effectifs, on descend. Certains spectateurs se sont échappés, d'autres se cachent. Les terroristes ont des otages. L'assaut est finalement donné à minuit 18. Et je vois ce spectacle, ces gens morts, enfin, un tapis de morts dès l'entrée, quoi. Et voilà, donc c'est sidérant, c'est quelque chose inimaginable en réalité. On a vécu un déchaînement de haine phénoménal que rien ne peut expliquer.
pas même l'appartenance à un milieu sectaire ultra radicalisé. C'est inexplicable et encore aujourd'hui, quand je cherche une explication rationnelle à ça, je n'en trouve pas. Sur le banc des accusés, Salah Abdeslam est le seul survivant des commandos, mais il n'est qu'un rouage fanatisé pour Grégory. Il ne m'intéresse pas, il n'a rien à dire, il n'est rien. Du vide, vous obtenez du vide, donc il y en a voilà, qui reste dans son mutisme, évitera de perdre du temps. Peut-être, c'est pas plus mal. Je ne parle pas avec un morceau d'acier. Je ne sais pas, quand vous voyez un clou, est-ce que vous arrivez à communiquer avec un clou? Moi, non. Est-ce que j'ai attiré quelque chose d'un clou? Non. Ce qui m'intéressait, c'est qui c'est qui a fabriqué ce clou. Les victimes veulent surtout s'exprimer, que justice soit rendue. 130 personnes, dont 90 au Bataclan, ont été tuées, des centaines de blessés, des milliers directement affectés pour avoir perdu un proche. Et chez nous, je vous propose dans le cadre de notre opération Ensemble solidaire de nous intéresser aux personnes sinistrées par les inondations qui rentrent leur dossier au fond des calamités. Un bus différent justement dans ce cadre s'est arrêté aujourd'hui à Traux. Julie Rance, Sébastien Ongaro et Marc Mélan. À Traux, c'est un bus du TEC qui ouvre ses portes aux personnes sinistrées. À l'intérieur, des employés de la province de Liège aident les uns et les autres à remplir les documents liés au fonds régional des calamités. Chacun arrive avec une histoire personnelle. Tout le bas de chez moi a été inondé. Donc tout mon mobilier, mon salon, etc. était dans les inondations. Et malheureusement, je n'étais pas assuré. Donc voilà, j'ai dû tout jeter. Ma voiture avait plus de 5 ans et je ne pouvais pas l'assurer au petit Omnium. Donc je n'ai que la petite RC. Donc je ne retouche rien de ma voiture. J'ai perdu mon scooter et maintenant, grâce à ici, j'espère avoir un nouveau scooter pour aller au boulot. Ça, c'est important. Oui, oui, oui. Ici, tout le monde est le bienvenu, les personnes assurées comme celles qui ne le sont pas. Tous les problèmes sont pris en compte. Que ce soit un véhicule, que ce soit la maison, que ce soit le contenu de la maison, que ce soit pour leur jardin, leur abri de jardin. Donc on essaye vraiment, on les aide au maximum à que le formulaire soit le plus complet possible. Les 40 agents provinciaux sont empathiques et bienveillants à l'égard des personnes qui ont souvent tout perdu. Les assurances, plus ceci, le fait de demander des devis, d'avoir affaire à tous les cours de métier, tout ça fait une masse de travail et je vais dire, ils sortent complètement dépassés, ils n'ont plus accès à Internet, ils n'ont parfois plus de PC, ils n'ont plus de smartphone, enfin bon, donc ils se sentent complètement esselés. Au sujet du fonds régional des calamités, le bourgmestre de Traux est sollicité tous les jours par ses habitants. Il y aurait 40% des personnes non assurées et à partir de ce moment-là, si le fonds des calamités n'intervient pas, eh bien ces gens risquent de perdre tout. Je prends l'exemple d'une voiture qui a X années, qui n'est plus couverte par le Omnium. Si le fonds des calamités n'intervient pas pour rembourser la voiture à la personne, elle se retrouve sans véhicule avec peut-être pas la possibilité d'en acheter un. Les personnes sinistrées ne doivent surtout pas hésiter à demander de l'aide pour remplir correctement les documents. Cette cellule d'appui a déjà transmis un peu plus de 1200 dossiers au service public de Wallonie. À suivre dans ce journal, Marius Gilbert publie un livre. Il évoque sa vision de la crise, sa vision du monde des médias et ses relations avec le monde politique. Des scientifiques à travers le monde entier publient un édito commun. Leur argumentation est un cri d'alarme. Le climat ne peut attendre la fin de la pandémie. Les campagnes de sensibilisation se multiplient. Les talibans ont hissé le drapeau devant le bureau du gouverneur provincial dans la vallée du Panjshir. Ils affirment désormais contrôler la totalité de l'Afghanistan avec la prise de ce dernier bastion de résistance. Mais Hamad Massoud, à la tête de cette résistance, appelle toujours à se soulever contre eux. Dans ce contexte encore flou, les talibans promettent depuis plusieurs jours l'annonce de la formation d'un gouvernement. Wilson Fache, vous êtes notre envoyé spécial à Kaboul. Les talibans disent pour l'instant contrôler tout l'Afghanistan après avoir fait tomber la vallée du Panjshir. Wilson, est-ce qu'on sent une chape de plomb supplémentaire sur Kaboul après cette déclaration forte ? Oui, une chape de plomb, je pense que l'expression est bien choisie. Alors précisons tout de même que cette annonce des talibans a été suivie par une contre-annonce de la résistance, des groupes armés de résistance du Panjshir, qui affirment qu'ils contrôlent encore à ce jour, ce soir, des poches importantes, stratégiques de la vallée du Panjshir. Donc il est encore trop tôt pour dire si cette victoire absolue est vraie ou pas, mais en tout cas, vu d'ici, vu de Kaboul, c'est vrai que la victoire des talibans semble inéluctable.
et que cette chape de plomb, effectivement, est aujourd'hui totale. Je l'ai vu par de mes propres yeux ces dernières 48 heures. J'ai rencontré des artistes qui sont des musiciens, des réalisateurs de cinéma qui sont aujourd'hui pourchassés par les talibans, qui se cachent. J'ai rencontré des femmes qui se forcent à porter la burqa parce qu'elles ont peur d'être tuées si elles ne le font pas. J'ai rencontré d'ex-cadres du précédent gouvernement qui cherchent à fuir à tout prix parce qu'ils se sentent eux aussi en danger. Donc, oui, la chape de plomb aujourd'hui en Afghanistan est totale et des millions d'Afghans, se sentent aujourd'hui ici en prison. Merci Wilson, vous êtes donc en direct à Kaboul. Une aventure extraordinaire pour suivre, c'est celle d'un petit garçon autiste. Il avait disparu depuis 3 jours en Australie, au beau milieu de la nature. Il a dû se débrouiller seul. Il a finalement été repéré par un hélicoptère. C'est aussi un moment d'émotion. David Crozet, Jean-François Gosselin, Françoise Walmack. Il s'appelle Edji, il n'a que 3 ans. Après 3 jours de recherche, un hélicoptère de la police le repère. Il boit l'eau d'un ruisseau, tranquille. Depuis vendredi, des centaines de personnes sont à sa recherche. Edji est autiste, il ne parle pas et il s'est perdu au cœur du bush australien. À l'annonce de la nouvelle, les parents d'Edji et leurs amis explosent de joie. Sa maman défaille sous l'émotion. On a fouillé la zone de la tête aux orteils. Dès sa disparition, j'ai fait le tour avec la police et je ne sais pas. C'est juste un miracle. Edji a été retrouvé à 500 mètres de sa maison. L'enfant a eu la présence d'esprit de s'hydrater, ce qui était indispensable à sa survie. La police de l'air a pu localiser Edji. Il nous a donné des indications claires sur l'endroit où il se trouvait. Le collègue qui l'a rejoint le premier l'a trouvé à genoux dans le lit de la rivière. Il a mis une main sur son épaule et il l'a réconforté. Edji a collé son genou au genou du sauveteur. Il a eu un grand sourire et ils se sont embrassés. La grand-mère d'Edji a le mot de la fin. D'abord, nous voulons remercier Dieu. Et deuxièmement, nous voulons remercier tout le monde. Je veux inviter chacun de vous chez nous. S'il vous plaît, venez, faisons la fête. Merci du fond du cœur. La famille d'Edji se souviendra longtemps de ce lundi miraculeux. Des revues scientifiques à travers le monde publient aujourd'hui un édito commun avec une idée maîtresse. Le climat ne peut pas attendre la fin de la pandémie. Un cri d'alarme pour attirer l'attention des conséquences du réchauffement climatique sur la santé, et les initiatives pour sensibiliser les plus jeunes générations se multiplient. C'est le cas d'une exposition interactive située à Tour et Taxi qui vient de rouvrir ses portes. Camille Valentinelli, Denis Galland, Jean-François Gosselin, Alison Delpierre. Armés de leurs bracelets connectés, ces élèves de 5e primaire découvrent les défis qu'ils doivent relever. Des défis pour mettre en évidence les petits gestes à faire pour préserver l'environnement. Par exemple, je ne savais pas que pour économiser l'énergie, il fallait utiliser les multiprises. Les lampes LED, c'était mieux pour la planète et que ça utilisait moins d'énergie. Et c'est des choses que tu vas retenir, que tu vas essayer de faire aussi chez toi ? Oui, je vais essayer quand même. Ce parcours interactif les invite aussi à se plonger dans la ville avec ses désagréments sonores et olfactifs. Ah, ça sent mauvais. Continue, tout droit. Le vélo de ma copine qui joue, et donc quand elle avance, je dois lui dire vers où elle doit aller, et on doit arriver à un endroit, aller au parc ici, et il y a le point et je dois lui montrer le chemin avec des gestes, sans parler. Et malgré leur jeune âge, ils semblent conscients que le changement passe aussi par eux. Je trouve que c'est bien pour l'écologie et pour apprendre aux plus jeunes pour l'avenir, pour ce que peuvent avoir nos enfants, nos arrière-enfants et pour nous aussi. Je m'inquiète un peu pour plus tard. J'aimerais pas que la planète, que la Terre disparaisse alors qu'on est encore tout jeune. Le but de l'exposition est que ces jeunes adaptent certains de leurs comportements sans les culpabiliser. On veut inverser aussi la logique de lutter contre. On veut participer à quelque chose de positif. Le deuxième élément de prise de conscience, c'est qu'on sait que dans une exposition, les enfants lisent peu, mais l'ensemble des contenus, après l'expo, est mis à disposition des classes, des familles, des visiteurs, pour pouvoir aller plus loin. Lancer un travail de réflexion, mais avec l'espoir que les plus jeunes aient aussi la volonté de devenir au plus vite acteurs du changement. Juste un passage au JT, c'est le titre du livre que vient de publier l'un des experts du Covid, Marius Gilbert. Vous l'avez vu, il a fait plus d'un passage dans les JT de la RTBF. Dans ce livre, il nous parle de ce qui a été un chamboulement dans sa vie, le Covid. Il raconte aussi ses longs mois où il a côtoyé la crise, le monde politique, le monde médiatique, les interpellations des citoyens, les vôtres en tous les cas. Un livre pas comme les autres. Camille Valentinelli, Denis Galland, Laurent Rard.
Il a très souvent occupé cette place, celle de l'invité sur le plateau du journal télévisé, s'invitant dans nos écrans pour parler de la crise sanitaire. Aujourd'hui, l'épidémiologiste Marius Gilbert sort un livre, son livre, dans lequel il raconte ce qu'il appelle la tempête vécue ces derniers mois. L'objectif ici, c'était d'essayer que des personnes qui ont suivi la crise peut-être un peu plus loin puissent lire ça et puis le refermer en se disant « Ah, ok, je comprends un petit peu mieux ce qui nous est arrivé ». Encore inconnu du grand public il y a 1 an et demi, Marius Gilbert est invité dans une édition spéciale un soir de mars 2020. Marius Gilbert, vous êtes épidémiologiste à l'Université libre de Bruxelles. Et bien Ce n'est alors que le début d'une longue crise sanitaire. Au fil des mois, vague après vague, Marius Gilbert est là pour expliquer, commenter et même lancer un appel sur les réseaux sociaux, comme ici en octobre 2020. Que les influenceurs parlent à ceux qui ont des milliers de followers, qui sont convaincus de l'utilité de ce combat qu'on mène contre cette maladie, de ce combat collectif. Il faut qu'ils parlent à leurs followers. Ce soir-là, l'épidémiologiste avait la voix tremblante. Aujourd'hui, il se souvient. La seule fois où je me suis dit, là maintenant, je dois faire quelque chose, si je peux utiliser ça, c'était vraiment une solution de dernier recours, eh bien je le fais, j'ai des followers, peut-être que ça peut marcher, c'est la dernière carte, j'y vais. Ce livre, c'est aussi l'occasion pour Marius Gilbert de faire ses propres critiques. Je pense que dans la communauté scientifique, on n'a pas suffisamment créé des lieux de débat permanents pendant l'entièreté de la crise. Il y a 1 an et demi, Marius Gilbert avait dit à sa fille qu'il devait juste faire un passage dans le journal télévisé. Même lui ne s'attendait pas à une crise sanitaire d'une telle ampleur. Voilà qui referme ce JT. Merci d'avoir suivi. Tout de suite QR présenté par Sacha Daoud, juste après Le Professionnel avec Jean-Paul Belmondo et un documentaire ensuite consacré à Jean-Paul Belmondo. Bonne soirée, demain 19h30.